Ce garçon est tellement puissant qu'un simple coup de son orteil peut faire trembler une planète entière. Mais malgré sa force écrasante, il s'en est lassé. Il rêve d'un vrai défi, mais il n'y a plus personne capable de lui tenir tête. Il a déjà vaincu tout le monde sur sa planète, même les dieux, et s'est approprié le titre de dieu le plus puissant encore en vie. Depuis des années, il vit sans adversaire digne de ce nom. Las de cette existence vide, il décide de quitter sa planète et de voyager sur Terre à la recherche de sensations fortes. Pour rendre les choses plus intéressantes, il choisit de ne pas arriver dans son véritable corps. À la place, il prend possession du corps d'un garçon humain faible qui venait tout juste d'abandonner la vie après avoir été harcelé sans relâche. Au moment où le garçon meurt, l'entité puissante prend le contrôle de son corps. Lorsqu'il se réveille dans cette nouvelle enveloppe fragile, la première chose qu'il fait est de provoquer le caïd de l'école. Pour la première fois en des années, il prend plaisir à l'affronter. Après l'avoir vaincu, il mord l'oreille du caïd et la jette, sa manière de récompenser ceux qui lui résistent dignement. Mais ce n'est pas fini. Chaque fois qu'il s'endort dans ce corps plus faible, il se réveille dans son corps d'origine. Et à l'intérieur de cette enveloppe divine abandonnée, vit désormais l'esprit du garçon qui avait tenté de mettre fin à ses jours. Désespéré de récupérer ce qu'on lui a volé, le garçon se bat de toutes ses forces. Excédé, l'être divin finit par craquer et projette le garçon via un portail vers une autre planète. Mus soupire face à la faiblesse des jeunes et s'éloigne, laissant Lucifer humilié. Pour comprendre pourquoi il est aussi perturbé, découvrons son passé. Sur la planète Elmur, il était le premier roi démon, le sommet absolu de l'existence. C'était l'homme qui avait tué Dieu, pris le trône et vaincu toutes les autres divinités existantes. Légende autrefois invincible, il fut terrassé par Mu. Le dieu des dieux finit face au sol dans les décombres de son palais, son armure incassable en miettes face à un simple humain. À présent, le tout-puissant Lucifer n'est qu'une petite boule violette ailée. Il se fait actuellement trimballer par un humain et un dragon vert râleur, une humiliation totale pour un ancien souverain suprême. Mais alors qu'il flotte sous le ciel rose, un sourire malicieux à un œil s'étire sur son visage. Il est peut-être minuscule aujourd'hui, mais sa malveillance est infinie et il prépare clairement un retour sanglant. 4. Le cycle de la vengeance tourne plus vite qu'un cliffhanger de manoir. De retour sur son lit d'infirmerie, le harceleur que Liho a écrasé vibre d'un ego meurtri et meurtrier. Sa fierté est en lambeaux, mais il lui reste un téléphone et un compte en banque. Il fouille dans ses contacts et passe un coup de fil à son atout secret, son cousin, Guac Chiol. Guac n'est pas juste un voyou drunien, c'est un combattant aguerri qui vit à la salle de sport. Quand le perdant tout bandé lui propose un pot de vin pour un service, Guac affiche juste un sourire de prédateur. Un nouveau téléphone est l'occasion de casser quelques têtes. Inutile d'en dire quiz. Le lendemain au lycée, le harceleur déchu tente de reprendre son trône, mais c'est un fiasco total. Il entre en classe couvert de bandages pour être accueilli par le rire étouffant de ses camarades. L'humiliation fait craquer le dernier fil de sa raison. Il jette son sac par terre, hurle à la classe de venir se battre et brandit même une chaise pour éclater la tête du délégué. Mais avant qu'il ne puisse frapper, la porte claque en soumant. Le professeur principal, une véritable armoire à glace, apparaît et fait instantanément retomber le cirque. Une fois le calme revenu, il prend la déléguée à part. Il ne s'inquiète pas pour le harceleur, mais pour Li-Ho. Disparu depuis l'incident sur le toit, le prof propose à la fille une recommandation brillante pour le lycée si elle va prendre de ses nouvelles. Elle est agacée, mais on ne refuse pas un passe-droit pour une grande université. Elle se rend dans l'appartement miteux de Ho, trouve la porte ouverte et entre dans un cauchemar. Homme est tendu par terre, inerte, avec des cafards qui rompent littéralement à côté de sa tête. Elle pousse un cri à glacer le sang, persuadée d'être face à un cadavre tout frais. On passe à la salle des urgences. Or se réveille sous une fine couverture d'hôpital, l'image fantomatique de son vrai moi, un guerrier aux cheveux rouges vacillant dans son esprit. Il regarde une infirmière brancher une perfusion et trouve ça vraiment fascinant. Il sent les nutriments envahir son sang, relançant sa guérison. Pas de mana? Pas de souci. Il se rend compte que même si la Terre est un désert magique, sa science est en fait un code de triche pour la guérison. La déléguée de classe, qui est persuadée à 100% que A a perdu la tête, lui dit que le professeur veut le voir revenir à l'école et essaye de filer à son académie. Mais Onan n'en a pas fini avec elle. Il se redresse avec une intensité froide et tranchante, exigeant de savoir une chose. Où peut-il aller pour devenir fort? On ne perd pas de temps. Comme il est fauché, il quitte l'hôpital et se rend dans un parc de street workout du coin. Il enchaîne des tractions fluides et tendues, admirant la qualité professionnelle du matériel. Dans sa vie antérieure, il y a 4000 ans, s'entraîner signifiait faire rouler des rochers en haut des montagnes et creuser des trous à main nue. Il commence à se dire que les terriens sont peut-être vraiment différents s'ils ont ce genre de machines spécialisées qui traînent partout. Il teste une machine à tourner la taille quand une pierre le frappe en plein dos. L'ambiance devient glaciale d'un coup. Il se retourne et voit le harceleur bandé de tout à l'heure qui a l'air d'avoir couru des kilomètres. Mais cette fois, le loser n'est pas venu seul, il a ramené son cousin blond qui fait carrément peur. Le harceleur commence à gueuler, affirmant que son cousin a déjà dégagé tous les élèves de 3e et que O est officiellement fini. On se fiche complètement de son monologue. Il ramasse la pierre, demande qui l'a lancée, et à peine le harceleur l'avoue-t-il que O explose. Dans un équerre de mouvement, il place un coup parfait sur la mâchoire du gamin, le soulevant du sol et l'envoyant glisser sur les pavés. Alors que le harceleur gémit dans la poussière, O tourne son attention vers le cousin blond. Un sourire prédateur terrifiant fend son visage, et l'espace d'un instant, une lueur violette menaçante brille dans ses yeux. Il a déjà bandé ses muscles, prêt à porter un coup mortel. Il ne dit pas un mot. Il serre simplement le poing et lance au combattant blond un regard qui dit « T'es le prochain jouet sur la liste ?»
Dans les salles célestes du royaume divin, les dieux suprêmes se sont réunis pour leur réunion habituelle, mais l'ambiance est tout sauf sacrée. À la tête de l'immense table ronde se tient Young, le secrétaire dragon vert, qui tremble actuellement comme une feuille. Il essaye de transmettre un message de la part du seigneur Mu, absent, mais la pièce est saturée d'une intention meurtrière. Lucifer, aux chevaux d'argent et cornes d'ébène, est furieux. Il frappe la table, brisant le marbre blanc, tout en fulminant contre l'insolence de Mu. Young lâche le message d'un ton perçant. « Si vous trouvez un adversaire valable, prévenez-moi vite. » Le silence tombe avant que Lucifer n'explose à nouveau. Pour lui, la stabilité de tout l'univers est traitée comme le terrain de jeu personnel de Mu. Il rappelle aux autres dieux, l'archère blasée Suso et le dieu Cyclope terrifié, qui sont censés être les garants du monde, pas de simples spectateurs pour un maniaque du combat. Il évoque la tragédie de la planète Cyclope survenue il y a 1000 ans, leur rappelant l'époque où Mu avait laissé une créature du néant dévorer une planète simplement parce qu'il trouvait le carnage divertissant. À l'époque, Mu regardait le monde brûler avec un sourire maniaque et Lucifer décida à cet instant que ce voyou aux cheveux rouges était indigne de la divinité. Sur Terre, les enjeux sont bien plus terre à terre, mais tout aussi violents. Le harceleur en sweat à capuche bleue est à genoux dans la poussière, hurlant à son cousin Quackchol de finir le travail. Quack, le boxeur blond professionnel, est en réalité impressionné. Il demande à Lio dans quel sport il joue pour avoir des mains aussi rapides, mais Oz contente de sourire en coin. Il ne fait pas de sport, il fait la guerre. Le combat commence alors que Quack adopte une posture de boxeur parfaitement maîtrisée. Il se moque du fantasme de puissance de collégien de haut et lui balance un direct puissant en plein visage. Le coup porte, projetant du sang dans l'air, mais c'est là que l'horreur s'installe. Quack réalise que O n'a même pas cligné des yeux, il n'a même pas essayé d'esquiver un. Il a encaissé le coup pour jauger la force de Quack. C'est le cœur de la philosophie de Mu, ne jamais éviter une attaque préventive. O lèche le sang sur sa lèvre avec un sourire terrifiant, les yeux écarquillés, et demande si la boxe est tout ce que le blond sait faire. On se moque alors de Quack en imitant sa garde de boxeur. Ça a l'air maladroit et amateur jusqu'à ce que O lance un coup de poing. Quand son poing frappe la garde de Quack, c'est comme si une montagne s'abattait sur lui. L'onde de choc manque de soulever le boxeur du sol, laissant son bras avant fumant et couvert d'échymose après un seul coup d'amateur. Le bras dehors enfle, ses veines saillent alors qu'il contracte chaque fibre jusqu'à la douleur. Pour lui, cette douleur est un plaisir raffiné. Ça signifie que son adversaire n'est pas fait de verre. Se rendant compte qu'il doit préserver son corps s'il veut que le plaisir dure, Us sort une lanière de cuir de sa taille et s'enroule les mains comme un gladiateur antique. Quack tente d'abattre une rafale de coups précis, mais il affronte un esprit qui voit le monde au ralenti. On lit le frémissement des muscles de Quack et le mouvement de ses hanches avant même que les coups ne partent. Quand Quack tente un coup large et puissant, O le bouge pas. Il laisse le membre s'écraser contre son poing renforcé et enveloppé de cuir, laissant le boxeur figé dans une pure confusion et une douleur intense. Quack recule, se tenant la poitrine et jurant, mais Oro ne lui laisse pas une seconde de répit. Dans un élan de vitesse explosif, Aude réduit la distance et enfonce un dernier poing dans la mâchoire de Quack. La tête du voyou blond part en arrière et il s'effondre sur le pavé, complètement inconscient. La cour devient silencieuse. Le harceleur au sweat à capuche bleu canard est paralysé, fixant son cousin boxeur professionnel à terre avec une totale incrédulité. Il lève les yeux et voit haut penché au-dessus de lui, une traînée de sang coulant de son nez et une lueur violette prédatrice vacillant dans ses yeux. L'atmosphère devient lourde et sombre. La voix de On est basse et posée lorsqu'il demande au gamin s'il faut enfin en finir. Il lui fait signe de rester à l'écart. Mais pour l'âme d'un dieu de la guerre, un adversaire brisé est une insulte. Il offre à l'homme une porte de sortie, un simple aveu d'échec. Le harceleur ouvre la bouche pour se rendre, mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, le poing du garçon explose dans son visage. Chaque fois que l'homme essaie de prononcer le mot admettre, un autre coup écrasant le réduit au silence. C'est un démantèlement méthodique, un enchaînement de points de sang et de fierté brisée. Quand le garçon s'arrête enfin, le harceleur n'est plus qu'un tas enflé et méconnaissable. Debout au-dessus de la carcasse, le garçon félicite même l'homme pour sa ténacité, se moquant du fait qu'il les refusait d'abandonner, alors qu'il lui avait littéralement fait ravaler ses mots à coups de poing. Il crache sur les briques et s'en va, laissant derrière lui une cour remplie de corps brisés. Plus tard, de retour dans son sanctuaire de béton, l'adrénaline retombe et la réalité le rattrape. Son enveloppe humaine est une épave, ses avant-bras sont noirs de bleu et ses muscles se déchirent littéralement parce qu'il ne supporte pas la puissance qu'il déploie. Il comprend que s'il veut continuer à traquer, il va devoir renforcer ce corps fragile. Il ressent sa respiration, laisse son énergie sombre se calmer et décide qu'il doit récupérer un soutien divin auprès de sa secrétaire, Jongyang. La scène se déplace à nouveau vers le royaume divin d'Elmur où l'on voit la véritable version de la divinité. Lucifer, le dieu aux cheveux rouges et aux cornes que nous connaissons sous le nom de Mu, se prépare à replonger dans le plan mortel. Il se plaint à son compagnon dragon que le corps humain est trop fragile et exige un orbe magique de récupération. Sur Terre, ces orbes relèvent de la légende, des objets qui transformaient les mortels en dieux vivants. Mais pour Mu, ce n'est que de l'entretien de base. Il lance une excuse à moitié crédible au dragon et replonge vers la terre, laissant son corps divin comme une coquille vide et molle. Mais laisser son trône vacant est un geste risqué. Dans l'ombre, un démon aux cheveux blancs et aux cornes recourbées, voilà une opportunité. Avec l'âme du dieu de la terre liée à un corps mortel, le trône est mûr pour un coup d'état. Il lève la main et active un sort de haut niveau appelé taxidermie vitale. Des cercles magiques violets jaillissent et des piliers de lumière déchiquetés s'abattent, clouant le dragon vert au sol. Le dragon se débat, exigeant de savoir s'il s'agit d'une déclaration de guerre. Le démon ailé baisse les yeux froidement et il confirme. Il est là pour dépouiller le dieu de la terre de son statut. La guerre a officiellement commencé. Le dragon ne se retient pas. Ses yeux s'enflamment d'or tandis qu'il concentre un fin rayon destructeur.
Le laser fend l'air, mais une fille aux cheveux bleus, en robe traditionnelle, s'interpose et lève un bouclier azur pour parer le coup. Le paysage est réduit en désert calciné, mais le dragon ne fait que commencer. Il déclenche une transformation polymorphe, son corps se tordant et s'élargissant jusqu'à devenir une monstrueuse machine de guerre couronnée de flammes oranges. Le démon ailé plisse les yeux, menaçant de s'en prendre au maître du dragon ensuite. Mais le dragon réplique d'un grondement qu'il n'y aura pas de prochaine fois. La guerre civile divine éclate et les enjeux viennent de passer de simples chamailleries d'école à la destruction planétaire. Imagine une réunion des dieux qui ressemble moins à un conseil divin qu'à une prise de pouvoir hostile. Tout en haut de la salle centrale, une fille aux cheveux bleus croise les bras, dégoûtée. C'est pas une réunion, c'est une scène de crime. Sous elle, un immense dragon vert est cloué au sol par de pieux d'énergie violette, perdant son sang pendant qu'une bande hétéroclite de démons et d'anges est assise autour d'une table de pierre fissurée, comme s'ils attendaient une commande à emporter. Lassée de tout ce drame, la fille décide de partir. Une démone haut placée, avec des cornes d'obsidienne et d'immenses ailes violettes, tente de l'arrêter et exige de savoir de quel côté elle se range dans toute cette histoire d'expulsion. La fille ne s'y même pas, s'éloignant en flottant tout en déclarant qu'elle reste neutre. La démone la laisse partir, se disant que tant qu'Agamine ne se met pas en travers de son chemin, peu importe. Se retournant vers la salle avec un sourire de prédatrice, la démone invite quiconque le souhaite à venir se frotter à elle. Elle plane au-dessus du dragon blessé, se moquant de lui avec un bâton d'énergie violette. Les assistants du dragon regardent horrifiés, tandis que leur chef lance un dernier défi, demandant si elle pense vaincre son maître. La démone rit simplement, puis descend lui murmurer des mots méprisants. Elle lui demande s'il parle du maître qui se cache actuellement dans un corps humain faible. Le cœur du dragon se serre. Elle connaît le secret. Elle continue de remuer le couteau dans la plaie, lui disant qu'il s'est fait avoir parce qu'il s'est trop reposé sur ses lauriers et a cessé d'être vigilant. La pure rage s'empare du dragon, qui tente un dernier coup de queue désespéré, mais la démone l'esquive sans le moindre effort, atterrissant comme sur un podium tandis que le dragon reste cloué au sol, pitoyable. Pendant ce temps, un autre démon aux cheveux blancs plane au-dessus d'une autre victime, expliquant froidement qu'il faut qu'elle reste en vie juste assez longtemps pour servir de passerelle vers la terre. Les bêtes trouvaient ce maître affaibli et les lier. Sur Terre, l'ambiance est bien moins tendue, mais tout aussi toxique. Un entraîneur de boxe est en train de péter un câble sur un athlète blond. Le gamin est dans un sale état, des bandages partout et le bras en écharpe verte. L'entraîneur n'a aucune pitié et elle vire de la salle jusqu'à ce qu'il redevienne vraiment utile. Dehors, le blond est furax, il cherche quelqu'un à blâmer pour sa défaite. Il repère Steel, le monstre absolu du club. Voyant une occasion, le blond se transforme en acteur digne des Oscars. Il tombe à genoux, fait semblant de pleurer et invente une histoire larmoyante sur le fait qu'il essayait juste de protéger son petit frère des harceleurs quand une bande l'a agressé. C'est complètement faux, mais il espère que l'instinct de protecteur de Steel va se déclencher. Mais Steel n'achète pas son cinnabar. Avec un tatouage de dragon sur le cou et une cicatrice qui montre qu'il a connu la vraie guerre, il lui balance juste qu'il aurait mieux fait de passer plus de temps à s'entraîner et moins à se battre dans la rue. De l'autre côté de la ville, dans une petite chambre, un lycéen aux cheveux noirs fixe ses mains, en pleine crise d'identité. Il est coincé dans un corps humain banal et n'arrive pas à comprendre comment retrouver sa vraie forme. Il se souvient de son fidèle compagnon Young Gang, qui veille sur sa véritable forme, mais une vague soudaine de paranoïa le submerge. Et si les dieux l'attaquaient pendant qu'il est coincé dans ce mode affaibli? La prise de conscience que son sanctuaire pourrait être compromis le fait paniquer. Il frappe son lit du poing, grognant, parce qu'il est mis sur la touche pendant que ses ennemis agissent. Il décharge sa frustration sur le matelas jusqu'à ce que des plumes volent partout, puis il se calme enfin assez pour réaliser qu'il doit vite se remettre en forme. Le lendemain matin, il est au parc du coin en train de s'entraîner comme un vrai héros de shonen. Il est suspendu la tête en bas à la barre de traction, enchaînant les abdos jusqu'à ce que ses muscles crient de douleur. Au lieu de s'arrêter, il se met à rire comme un vrai fou. Les patients s'inquiètent vraiment pour sa santé mentale, mais la séance est interrompue quand une fille à lunettes s'approche et commence à lui crier dessus. Il est tellement surpris qu'il tombe de la barre et s'écrase lourdement sur le sol. La fille exige de savoir pourquoi il sèche les cours. Il la regarde simplement en se demandant à quoi ça sert d'aller à l'école. Il s'assoit sur un banc et il lui explique sa logique. Son corps actuel est nul et il est à bout de souffle après seulement quelques combats. Il a besoin d'endurance pour pouvoir se battre plus souvent contre plus de monde. À ce stade, c'est carrément un accro de la salle obsédé par la baston. La fille comprend qu'elle ne pourra pas le raisonner, alors elle décide de le manipuler à la place. Elle lui dit que s'entraîner dans un parc, c'est une perte de temps parce que personne viendra l'affronter là-bas. S'il veut vraiment de l'action et une raison d'utiliser sa force, il doit aller à l'école. C'est là que ça chauffe. Il est convaincu. Pour lui, l'école n'est pas faite pour apprendre. C'est un terrain de chasse. Mais alors que la fille s'en va, il se rend compte qu'il est déjà surveillé. Une silhouette dans l'ombre, nommée Lee-Oh, un élève de 2e année, rôde dans les arbres avec une arme dans le dos. On regarde le garçon de haut avec un mépris total, ayant du mal à croire que ce gamin soit la cible. Soudain, un homme en chemise blanche apparaît, dégageant une aura dorée écrasante. Il serre le poing ganté, son sourire est tranchant et sûr de lui. Alors que la lumière efface tout le reste, il se tient droit animé d'une fierté inébranlable, proclamant au monde entier que la Terre est la meilleure sans conteste. La montée en puissance vient d'exploser et notre garçon se retrouve en plein milieu de tout ça. À 15 ans, Kang Chol était une bête sur le ring, un combattant né avec un avenir prometteur. Pendant qu'il perfectionnait son direct du gauche, sa sœur faisait sensation en tant que jeune ballerine, sa grâce illuminant la scène. Sheol était son plus grand fan, mais il n'était pas le seul à la regarder. Dans l'ombre du théâtre, un harceleur rôdait, transformant son admiration en une obsession malsaine. La chambre de Staré était un véritable sanctuaire de photos volées, un cauchemar qui a lentement couvé avant d'exploser dans une ruelle sombre. Quand le harceleur a finalement tenté d'enlever la jeune fille, Sheol était là. Avec la rapidité d'un pro, il a plié le type d'un seul coup dévastateur. Mais c'est là que le système a failli.
Parce que Chell a empêché le crime avant qu'il n'ait techniquement lieu, la loi a laissé partir le prédateur. Cette erreur a tout changé. Le harceleur est revenu, et cette fois il était armé d'une lame. Chell a réussi à le maîtriser, mais la victoire avait un goût de cendre. La carrière de sa sœur prit fin, la jambe de la ballerine fut tranchée, ses rêves s'écoulant sur le bitume glacé. Alors, la foi de Chell dans la loi mourut. Il a décidé que si le système ne protégeait pas les gens, il le ferait lui-même. Il a troqué ses gants de boxe contre un équipement tactique, des lunettes et un masque, devenant un fantôme dans les rues éclairées au néon. Sa justice ne comptait plus les points. Il s'agissait de punir. Il s'est mis à traquer les voyous et à les laisser briser, chaque os fracturé étant une sentence prononcée de ses propres mains. Avance rapide jusqu'au présent, et le chemin de justicier de Cheol le mène droit à un étudiant aux cheveux bleus. Sans un mot, Cheol lance un coup de poing fulgurant qui aurait mis n'importe qui à terre. Mais ce gamin se contente d'essuyer le sang sur son nez et le fixe avec des yeux glaciaux. L'étudiant Yohei-jun n'a pas peur. Il analyse la situation. Il observe l'homme masqué attraper son tonfa et demande calmement pourquoi un type comme lui joue au juge ici. Cheol, caché derrière son masque, toise Hei-jun et lui demande s'il n'est qu'un autre voyou en herbe. Hei-jun n'a pas de temps à perdre avec les provocations. Il desserre sa cravate et fait un geste du genre « Viens, Citose » qui plonge Cheol dans une rage folle. Le mercenaire se jette sur lui, ses bottes faisant des étincelles sur l'asphalte tandis qu'il assène une série rythmée de coups de poing. Hei-jun est comme un roseau dans la tempête, oscillant et esquivant pendant que les poings sifflent à ses oreilles. Il sourit même, il prend cette attaque mortelle comme un simple jeu de chat. Voyant que la vitesse seule ne suffira pas, Cheol change d'approche. Il lance une feinte pour aveugler le côté droit d'Hei-jun, le forçant à parer. L'impact est violent. Le bras d'Hei-jun vire instantanément au violet sous la force du choc qui lui secoue les os. Cheol ne relâche pas la pression, se moquant de la parade tout en préparant son prochain coup. Le combat devient un flou de violence à grande vitesse. Cheol est un professionnel, visant délibérément les nouvelles échymoses sur les bras d'Hei-jun pour inonder son système nerveux d'une douleur brûlante. Un dernier coup écrasant fait chanceler Hei-jun. Son souffle se bloque alors qu'il tente d'empêcher son bras de pendre inerte à son côté. Cheol recule, clinique et froid. Il pense que le gamin est à bout et s'attend à voir la lumière s'éteindre dans ses yeux. À la place, Hei-jun se met à rire. C'est un rire grave, guttural, qui emplit le silence et rend Cheol fou. Hei-jun connaît la situation. Il ne peut pas gagner ce combat à la loyale. L'écart d'expérience est bien trop grand, mais battre en retraite n'est pas une option. Il a besoin de se tester, ce qui veut dire qu'il doit arrêter de faire semblant. Il se concentre, puisant dans le souvenir d'une force démoniaque nommée Mu, un guerrier qui savait que la vraie victoire ne vient pas de la joie, mais d'un calcul froid et implacable. Hei-jun se couvre le visage, observant à travers ses doigts avec une concentration nouvelle et terrifiante. Le sourire a disparu. La scène bascule vers l'image mentale de Mu, le guerrier à la crinière rouge, reprenant son souffle sur un sol fissuré. Il adore le frisson du combat, mais il sait que l'adrénaline est un piège. Pour gagner, il doit tuer ses émotions et devenir une machine. Alors qu'une énorme bête à la peau violette balance un poing gros comme un rocher, Mu se faufile dans l'ouverture avec une précision chirurgicale. Sa force grandit à mesure que sa concentration s'aiguise et il assène un coup de riposte qui fait vibrer la carcasse du monstre. Mais même Mu peine à tenir. Un sourire dément tente sans cesse de fissurer sa discipline. De retour à la réalité, Hei-jun mène ce même combat intérieur. Debout là en chemise blanche et cravate, il lutte désespérément pour contenir la puissance qui monte en lui. Pour rester ancré et ne pas perdre le contrôle, il adopte une moue ridicule et exagérée, avançant la lèvre comme un gamin boudeur. Pour Cheol, c'est le summum de l'irrespect. Il fulmine, traitant Hei-jun de fou pour se comporter comme un enfant dans un combat à mort. Cheol se jette à nouveau sur lui, lançant un coup puissant censé en finir. Mais Hei-jun reste figé et renfrogné, refusant de laisser sa concentration faiblir un seul instant. Le vrai combat commence. La tension est à son comble alors que Kang Cheol perd son sang-froid. Las de ses jeux, il rugit pour savoir si l'élève se moque de lui, puis abat sa matraque sur la tête du gamin. Le jeune homme aux cheveux bleus ne bronche même pas. Il se contente de se pencher en arrière avec une grâce fluide, laissant l'arme fendre l'air dans le vide. Mais Kang Cheol n'a pas l'intention de reculer pour autant. Il pivote et lance un coup de pied puissant qui aurait brisé une personne normale en deux. L'élève recule vers la lisière des arbres, l'air plus blasé qu'effrayé, et utilise un tronc solide pour encaisser le choc. Au moment où la botte frappe l'écorce, le gamin enfonce la pointe de son pied dans la terre et projette une gerbe de poussière directement au visage de Cheol. Le justicier masqué est obligé de se protéger les yeux, grognant que ces petites ruses sont la marque de fabrique d'un criminel de bas étage. Il lance un coup horizontal vers le ventre du gamin, mais le garçon se baisse simplement et lui dit de continuer, totalement imperturbable. Cette provocation fonctionne à merveille. La peau de Cheol vire au rouge vif sous son masque, ses veines gonflées par l'adrénaline pure. Il tremble d'envie d'écraser cet adolescent arrogant. Mais alors qu'il assène ses coups, l'élève reste intouchable. Il se faufile à travers la rafale, analysant le rythme de Cheol. Il remarque que ce type, comme tous les autres amateurs, est obsédé par les coups à la tête. Un large sourire inquiétant s'étire sur le visage de l'élève. La prévisibilité, c'est la mort assurée. Dans la tête du gamin, il pense à l'évolution de la violence. À l'époque, les combattants devaient être prudents parce que le sol était jonché de pierres et de racines. Mais le bitume moderne et les chaussures solides ont rendu des gens comme Kang Cheol imprudemment agressifs. L'élève, qui s'appelle Frey, décide de tirer parti de cette confiance. Il transforme le combat en une danse chorégraphiée, raclant ses baskets avec une précision rythmée pour rester juste hors de portée. Il attend que l'environnement fasse trébucher le mercenaire, et c'est ce qui arrive. Le talon de Cheol accroche une pierre irrégulière. Frey se jette pour porter le coup fatal, le visage tordu par un sourire terrifiant. Mais soudain, c'est la catastrophe. Son vaisseau, ce corps humain fragile, le trahit. En plein mouvement, son bras se fige. Il essaye de se rattraper avec un coup de coude, mais l'élan n'y est plus.
Le mercenaire recule, surpris par l'hésitation soudaine du garçon et son membre tremblant et meurtri. Au lieu de paniquer, Frey se met à rire comme un fou, se moquant de Chiol pour avoir raté une attaque que Frey lui-même n'aurait pas pu porter. Mais le prix à payer est trop haut. Frey s'effondre à quatre pattes, haletant, mais abordant toujours ce sourire brisé. Chiol se tient au-dessus de lui, froid et dégoûté, avertissant le gamin que ce rire sera son dernier. La matraque s'abat avec un poids écœurant, frappant la tête de Frey et l'envoyant dans l'obscurité. Ça fait près de 4000 ans qu'il n'a pas ressenti l'amertume de la défaite, rendant ce moment irréel. Mais avant que Chiol ne puisse achever son geste, une voix paniquée retentit depuis les arbres. Sentant que la situation bascule, le mercenaire attrape sa cape bleue et disparaît dans les bois, abandonnant le garçon inconscient. Frey finit par se réveiller sur la terre desséchée, les yeux rivés sur un immense membre écailleux. Il balbutie, se demandant si le robuste dragon vert qui se tient au-dessus de lui est vraiment son disciple Yong-Yong. Le petit bonhomme se tient droit, un mélange de détermination et de puissance cachée dans le regard. Pendant ce temps, dans un royaume baigné de lumière violette, un guerrier aux cheveux rouges flotte dans une sphère d'énergie, enchaîné par des liens lumineux. Un démon ailé observe la scène avec un sourire en coin, sachant que l'âme du prisonnier est séparée de son corps. Maintenant que l'obstacle le plus puissant est neutralisé, le démon prévoit d'abattre la dernière barrière vers la Terre. Il essaye de conclure un marché avec un titan vert massif, lui promettant le titre de dieu de la Terre s'il coopère. Le titan, cependant, s'intéresse davantage à la barrière impénétrable. Une fois que le démon confirme que rien ne peut traverser ce bouclier, les yeux du titan s'illuminent d'une lueur terrifiante. Il comprend que si la barrière est vraiment indestructible, il peut libérer toute sa puissance sans craindre de toucher le prisonnier. Avant même que le démon ne réalise l'ampleur de son erreur, un gigantesque pilier de lumière blanche et brûlante efface le monde. L'explosion forme une sphère parfaite de destruction qui transforme l'atmosphère en fournaise. Au milieu du chaos, un petit dragon vert, Yong-Yong, dégringole dans le ciel complètement épuisé. Il essaye d'atteindre la porte vers la terre pour prévenir son maître, mais un démon aux cheveux blancs et aux cornes d'obsidienne est à ses trousses. Le démon hurle un serment de destruction totale et se jette en avant avec une lance d'énergie violette. Yong-Yong parvient tout juste à franchir le portail avant qu'un rayon dévastateur ne réduise la porte en 1000 morceaux. Le dragon chute à travers les nuages terrestres dans une descente vertigineuse. En bas, sur une allée pavée, un homme masqué qui ressemble étrangement à celui qui a attaqué Frey reçoit en pleine figure un dragon tombé du ciel. L'impact les projette tous les deux au loin. Meurtri et tremblant de honte, le petit dragon s'assied devant son maître, assis dans une profonde obscurité. D'une voix tremblante, la créature présente des excuses désespérées. Le maître relève lentement la tête, son visage figé dans une fureur glaciale et incontrôlée. Il découvre ses dents, le nom de Lucifer quittant ses lèvres comme une malédiction. Puis l'ombre finit par sortir de son visage, remplacé par un sourire qui annonce clairement qu'il est prêt pour le deuxième round. Malgré la chemise tachée et les vilains hématomes violets qui couvrent ses bras, il en a fini de jouer le rôle du combattant à la retraite. Son corps hurle de protestation. Une douleur vive et lancinante à l'avant-bras le plie presque en deux, mais il sait qu'il ne peut pas se permettre de rester longtemps sur la touche. Il se tourne vers son compagnon miniature, le dragon cornu Yong, et exige l'orbe magique. Yong, désireux de bien faire, se livre à un rituel plutôt dégoûtant en régurgitant une sphère rouge lumineuse, une pierre de sang de dragon. C'est pas simplement une potion de soin, c'est un artefact rare chargé de mana de haute qualité. Lorsqu'il la saisit, une énergie verte s'enroule autour de ses doigts comme une fumée vivante, traverse sa peau et illumine ses veines. C'est une sensation électrique invasive qui fait bien plus que simplement refermer ses blessures. C'est un véritable sort d'amélioration corporelle. Yong est fier de son travail, ayant infusé la pierre avec sa propre magie, et comme le corps humain est étonnamment économe en énergie, Yong avale les restes pour les garder en réserve au cas où. Pendant ce temps, la vie à l'école devient étrange. La fille aux lunettes rondes est occupée à dorloter son lézard Doulé, sans se douter que son animal de compagnie est en réalité un dragon déguisé. Dans une autre salle de classe, un ancien harceleur essaye de repartir à zéro, enfouissant son visage bandé dans les manuels pour échapper à son passé, mais la paix est un luxe qu'il ne peut pas se permettre. La terreur aux cheveux bleus du parc glisse dans la pièce avec ce sourire terrifiant à la recherche d'une revanche. La fille de la salle des animaux le suit, en nage et priant pour que ces deux-là ne transforment pas la classe en scène de crime. La machine à rumeurs de l'école tourne aussi à plein régime. Une fille rousse balance quelques potins à un grand élève bronzé au sujet d'un combattant légendaire connu sous le nom de Neutralization. L'histoire raconte que ce gamin était une victime de harcèlement qui a fini par craquer, arrachant soi-disant une oreille à l'un de ses bourreaux dans un accès de rage. L'élève bronzé se rige. La description correspond au taré aux cheveux bleus qui suivait hier. Il se rend compte qu'il a failli se faire démonter par la mauvaise personne, même s'il a réussi à placer quelques coups avant de se barrer. Frustré, il s'éloigne alors que le soleil commence à se coucher, avec l'impression de revenir à la case départ. Mais le prédateur est déjà de retour à la chasse. L'étudiant aux cheveux bleus est dans le couloir, ignorant ses camarades comme des fantômes. Il part vers la Sans Arena chercher un adversaire, quand il aperçoit une silhouette familière au soleil couchant. Un gars musclé et bronzé marchant avec une fille. Il se concentre sur l'avant-bras de l'homme, des schémas mentaux s'imbriquant dans sa tête. C'est une correspondance anatomique parfaite avec le justicier qu'il a affronté hier. L'élève bronzé, sans ce regard de prédateur, ce regard de personnage principal, et se retourne en sueur froide. Avant même qu'il ait le temps de réaliser le danger, le gamin aux cheveux bleus fonce sur lui avec un sourire dément. Terrifié, l'étudiant détale, abandonnant sa copine sur place alors qu'il s'élance à toute vitesse dans les rues. Il panique. Comment ce monstre a-t-il pu le reconnaître? Hier, il portait des lunettes haut de gamme et un masque, mais ce gamin a vu clair à travers le déguisement. Il est persuadé qu'on le traque à cause d'un rapport de police, et il tourne à l'angle à toute allure espérant disparaître. Le chasseur dérape dans la ruelle, mais Elide. La cible a disparu. Alors qu'il s'apprête à abandonner, Yong surgit de son col, l'air franchement vexé que quelqu'un ait osé prendre la fuite.
Le dragon lui rappelle qu'il a capté une odeur bien distincte pendant la bagarre et saute à terre pour jouer les lignées. Il suit la piste avec une assurance totale, le museau collé au sol jusqu'à ce qu'il bute contre une basket blanche. Le dragon lève les yeux, s'attendant à voir un gros bagarreur, mais il se retrouve face à une fille stoïque aux cheveux noirs courts et portant des lunettes courtes. Elle se tient là droite dans son uniforme scolaire rigide, regardant la créature d'un air clinique et impénétrable. Pendant une seconde, le monde devient silencieux, puis l'ambiance change du tout au tout. Le canne de la fille vole en éclats alors qu'un profond rougissement envahit son visage. Son cœur se met à battre la chamade contre ses côtes, et elle reste paralysée par une vague massive de gêne. Derrière ses lunettes, ses yeux sont écarquillés et elle peine à respirer, submergée par un flot d'émotions auquel elle ne s'attendait pas. Kim Yoo-jin reste figé sur la passerelle, les yeux rivés sur l'étrange créature verte à ses pieds. La plupart des gens auraient crié, mais alors que le petit lézard agite les bras et lui ordonne de bouger d'une voix aiguë et indignée, Yoo-jin ressent une toute autre émotion. Un profond rougissement lui monte aux joues. La créature fulmine, maudissant son absence de magie et déplorant sa perte humiliante de pouvoir, mais Yoo-jin n'écoute pas ses provocations. D'un geste décidé, elle se penche et soulève la bête dans les airs. Il se débat furieusement en hurlant à propos de sa dignité, mais Yoo-jin le fixe dans les yeux exorbités avec une pure adoration. Pour elle, ce n'est pas un monstre. C'est le plus mignon qu'elle ait vu, mieux que n'importe quel dessin animé. Le prédateur est neutralisé par cette affection pure. L'instant s'arrête quand le garçon aux cheveux bleus, Lee-ho, s'approche. La créature lâche aussitôt Yoo-jin, se cachant derrière Oh, tremblant de honte. Oh adresse à Yoo-jin un sourire vif et assuré, confirmant que Petit Obéissant est bien avec lui. Il peut pratiquement voir la jalousie rayonner de Yoo-jin. Elle veut, elle aussi, goûter à cette vie de gardienne de dragon. Saisissant l'occasion, On attrape la créature par la peau du cou comme un chat errant et fait une proposition directe. Si elle l'aide à trouver sa cible, il lui prêtera le lézard. Yoo-jin n'hésite même pas une seconde. Elle hoche la tête si fort que ses cheveux deviennent flous. L'accord est conclu. Plus tard dans la nuit, le contrat commence. Chez Yoo-jin, la créature se tient sur son tapis, bras croisés, faisant une moue à faire fondre du plomb. Yoo-jin l'observe, se demandant si elle lui en veut ou si elle est juste grincheuse. Revenons en arrière, lors de la passation. Lee-ho avait balancé le dragon Yong-Yong dans les airs sans aucune délicatesse. La créature avait atterri sur la tête de Yoo-jin, s'agrippant à ses cheveux comme si sa vie en dépendait, pendant que Oh s'éloignait. Quand elle lui a demandé où il allait, il a juste esquissé un sourire carnassier et a parlé du Sansu-jiang. De retour au présent, Yong-Yong s'écarcit la gorge et se présente comme le secrétaire du maître. Il exige sa coopération totale, et Yoo-jin, le cœur battant d'excitation, accepte aussitôt. Au fil de leur conversation, l'échelle de puissance se perd dans la traduction. Yoo-jin mentionne qu'elle est la déléguée de classe, la première de son année. Yong est d'abord impressionné, puis il réalise que cela signifie que Lee-ho n'est pas le chef à l'école. Il recule horrifié, son univers complètement bouleversé. Si son maître n'est pas le chef de la classe, alors qui est-il? Il a soudain une révélation. Si Yoo-jin gère les petites affaires, Lee-ho doit être le chef de la Terre, le souverain suprême qui se cache à la vue de tous. Prêt à aider son chef à retrouver sa gloire, Yong s'installe. Yoo-jin joue l'indifférence, proposant son aide s'il vient la voir, tandis que Yong compte l'utiliser comme espionne pour glaner des infos sur ce monde. Pendant ce temps, Lee-ho est sur un toit, en équilibre sur une main. Il est à fond dans l'effort, poussant son corps à la limite. Il enchaîne une série de saltos et atterrit parfaitement. L'amélioration physique due à la pierre de sang de dragon fonctionne. Il sent ses muscles se ressouder, plus fort qu'avant. Il teste sa force en frappant une poutre métallique et l'acier se plie comme du papier. De la vapeur s'élève de sa peau alors qu'il arbore un sourire sombre et satisfait. Il évolue, alors que le soleil disparaît sous l'horizon, Oh arpente la ville, se demandant si sa cible sèche les cours ou se cache simplement. Il n'a pas à attendre Boto. Non loin de là, son petit espion Yong observe une femme faire des achats en ligne, captant l'odeur distincte de la cible de son maître portée par la brise. Le dragon saute par la fenêtre, glisse dans la nuit et atterrit sur l'épaule de Oh pour lui faire son rapport. Mais en plein rapport, les narines de Yong frémissent. Il a capté une odeur vive et familière tout près. Au coin de la rue, dans une ruelle sombre, un voleur de vélo est en train de se faire littéralement démolir. Il se recroqueville au sol, hurlant que la silhouette encapuchonnée est folle d'avoir une réaction aussi excessive. La silhouette, le justicier, reste froide comme la glace. Il dit au voleur qu'il a commis une erreur. Le voleur tente de faire le malin, menaçant de lancer ses hommes sur lui, mais un coup précis dans le plexus solaire le fait taire. Le justicier se tient au-dessus du malfrat inconscient, sa veste à capuche bleue se fondant dans l'ombre. Ses lunettes sont fichues, fendues en toile d'araignée qui brouille sa vue, mais il pense que la nuit est terminée. Erreur. Bien au-dessus de la ruelle, une silhouette sombre guette sur un toit. Lee-ho l'a suivi à la trace, et la traque s'achève. Depuis l'obscurité, une voix rauque jubile. « Je t'ai trouvé !» Une silhouette encapuchonnée arpente les artères de la ville, son visage restant un mystère derrière un masque noir et des lunettes tactiques. Il a enfin trouvé sa cible. En dessous de lui, l'étudiant aux cheveux bleus, Angyol, se promène tranquillement avec ce drôle de dragon vert, Yong accroché à son épaule. La créature s'agite, griffes pointées vers un restaurant, hurlant face à l'odeur. Gyol ne se laisse pas distraire. Ses yeux perçants se lèvent, fixant l'observateur encapuchonné dans l'ombre. Le justicier se tend, la main sur son tonfa, mais Gyol l'interpelle calmement, évoquant un simple malentendu. Il dit qu'il veut pas se battre, mais son langage corporel raconte une toute autre histoire. Il réduit la distance à une vitesse de prédateur, forçant le justicier à adopter une garde de boxe défensive. Mais quand le Gyol l'atteint, il n'offa pas.
Il reste simplement là, affichant un large sourire inquiétant à quelques centimètres du visage de l'homme. L'impasse est rompue lorsqu'un voyou du coin, les yeux fous, surgit de l'obscurité derrière le justicier et brandit une arme contondante lourde. L'homme à la capuche comprend que s'il se baisse pour sauver sa peau, le coup fracassera le crâne de Guiol. John ne bouge pas d'un pouce, même lorsque l'ombre de l'arme plane au-dessus de lui. Le voyou abat violemment la matraque, mais Guiol encaisse l'impact directement sur son avant-bras. Au lieu d'un craquement, il n'y a qu'une sombre sensation d'émerveillement. JL regarde son bras, la douleur alimentant une énergie frénétique. Sa riposte est brutale, un coup de genou droit dans le plexus solaire qui soulève le voyou du sol. Avant même que le type ne retombe, Dio lui arrache la matraque des mains et passe à l'action. Il fracasse son front contre le visage de l'homme dans un bruit écœurant, puis enchaîne avec une série rythmée et dévastatrice de coups de poing. Le voyou s'écroule sur les dalles, à bout. Debout au-dessus de lui, Guiol reste de marbre. L'excitation a disparu, place à un ennui profond. C'était trop facile. Il se souvient de ses débuts sur Terre quand chaque combat l'amusait, mais maintenant c'est lassant. Son esprit dérive vers le seul à l'avoir fait transpirer, l'homme aux sweats à capuche bleue. Il regarde autour de lui et se rend compte que, pendant qu'il était occupé à démolir cette ordure, le justicier a réussi à s'éclipser à nouveau. Au lieu d'être agacé, les joues de Giol s'empourprent d'excitation. Il est obsédé par la traite. Ailleurs, le justicier saute par-dessus les obstacles urbains, trempé de sueur froide, et se demandant comment Staré aux cheveux bleus arrive toujours à le retrouver. Pendant ce temps, le pauvre Young erre, rêvant d'un repas, lorsqu'un passant lui donne un coup de pied au flanc comme dans un ballon. Un vrai délit de fuite qui laisse le dragon hébété et vaincu. De l'autre côté de la ville, l'étudiant à la peau bronzée de la salle de sport, Kang Chol, retourne dans son sanctuaire. Il met de côté sa matraque télescopique et repense au combat. Il n'arrive pas à comprendre le sourire de Giol, l'extase pure que le gamin ressentait en échangeant des coups. Pour Chol, se battre n'est plus amusant. Sa solitude est interrompue par Kang Yun, une procureure de 26 ans qui a survécu à une affaire de harcèlement et qui passe désormais sa vie à écraser les criminels. Elle essaye de jouer les durs, rebondissant sur la carrure inébranlable de Chiol, mais il ignore simplement sa bravade et demande des ramen, sans eux. Il regarde son reflet dans l'eau bouillante, pleurant la joie qu'il trouvait autrefois sur le ring. À présent, il ne reste plus qu'une colère froide et dévorante. Le lendemain matin, le soleil brille et Giol reprend sa routine avec Jong sur l'épaule. Le petit dragon marmonne des excuses pour sa mauvaise humeur de la veille, causée par la faim. Les élèves chuchotent, se demandant si l'animal de compagnie est un dragon de Komodo ou une créature sortie d'un roman fantastique. Mais Giol n'a Dieu que pour la fille aux lunettes rondes. La fille, Kim Yoo-jin, devient folle de joie en voyant Young-jun, sautant d'enthousiasme. JL joue la carte de la malice, agitant un dragon par la peau du cou comme un pot de vin. Il lui dit qu'il cherche quelqu'un, et les yeux de Yoo-jin s'illuminent derrière ses verres. Elle sait exactement qui il cherche. En marchant, elle lui raconte les légendes locales. Quiconque cache son visage pour traquer les délinquants est appelé Iljimai, diminutif de Iljin Maeda Jacques, le matraqueur de délinquants. Elle regarde Giol avec méfiance, le soupçonnant d'être l'un des voyous que l'Iljimai cible d'habitude. Giol fait l'innocent, prétendant ne rien comprendre à ce qu'elle raconte, mais intérieurement, il est hyper concentré. Il pense à l'adversaire qui lui échappe sans cesse, l'air s'alourdit autour de Giol alors que ses yeux bleus se plissent, glacial. Il en a fini avec les jeux. Les mains prêtes près de la matraque attachée dans son dos, il visualise déjà la revanche. Le caïd et le justicier vont s'affronter, sans issue possible. La tension à l'école est à son comble. Kang Chol, le colosse bronzé, accule Han Giol en lui murmurant une menace d'une voix grave. Reste après les cours, il est temps de régler nos comptes. Alors que Chol s'éloigne, Yoo-jin, la fille aux lunettes rondes, s'approche de Giol. Visiblement inquiète, mais Giol ne tremble pas. Il arbore un sourire carnassier qui montre qu'il attendait précisément cette invitation. Dans la classe, pendant la dernière heure, Giol est une bombe à retardement. Il est assis, le menton posé sur les mains, mais ses jambes martèlent frénétiquement le sol à toute vitesse, faisant vibrer tout le bureau. Le pauvre Yang tremble sur ses genoux, on dirait qu'il va rendre son déjeuner tellement la tension est forte. Pour Giol, résister à l'envie de se battre relève littéralement de la torture physique. Alors que le soleil se couche et que la lueur orangée filtre à travers les fenêtres, l'école annonce l'étude du soir. Giol retrouve Yoo-jin dehors et lui confie un Yang tout barbouillé, lui disant qu'il a des affaires à régler. Yoo-jin, complètement sous le charme de son côté mystérieux, rougit jusqu'aux oreilles en le regardant retourner dans la gueule du loup. Le couloir est désert quand Giol arrive devant la salle de classe. La porte coulisse, révélant Kang Chol qui attend dans l'ombre. Sans un mot, Sheol enfile des gants en cuir sans doigts, du matos à l'ancienne pour une vraie baston. Il demande à Giol s'il aime vraiment la violence. Johnny, mais dans sa tête défilent des images de coups violents et le choc électrique de se faire frapper. Pour lui, ce n'est pas du sport, c'est la seule façon de se sentir vivant. Le visage de Giol se tord dans un masque démoniaque de pure extase, ses yeux brillants comme des braises incandescentes. Il avoue qu'il ne se bat que pour ressentir quelque chose. Même Sheol, habitué aux bagarres, en a des sueurs froides face à la folie du gamin. Il lance à Giol une autre paire de bandes. Le combat commence. Giol se jette sur lui avec un sourire bestial, oubliant sa règle de ne pas frapper d'innocents pour le frisson de la chasse. Mais Sheol est un pro. Il part l'attaque sauvage avec une grâce fluide, réprimandant le gamin pour sa négligence. Sheol entame sa danse rythmée, esquivant une rafale de coups comme s'il était sur un vrai ring.
Il trouve une ouverture et décoche un direct en plein menton de Gyol, lui faisant violemment basculer la tête en arrière. La plupart des gens remettraient en question leur choix de vie, mais la douleur plonge Gyol dans un état d'euphorie pure. Il saigne, mais son sourire est plus large que jamais. Sheol comprend qu'il doit en finir et canalise une force de rotation massive, partant de ses pieds et explosant jusque dans ses phalanges. Il déclenche un coup qui laisse littéralement une traînée de lumière, frappant Gyol avec assez de puissance pour défoncer un mur. Gyol tient bon, grâce au pouvoir surnaturel conféré par la pierre de sang de Yongyang, mais même lui est impressionné. Le monde se réduit à eux deux, le cuir rencontrant la peau. Ce n'est plus un règlement de Komodo. C'est un combat brut, à croc découvert pour la survie. Pendant ce temps, le couloir est silencieux jusqu'à ce qu'un élève aux cheveux rouges se réveille en sursaut pendant l'étude, le ventre grondant assez fort pour réveiller les morts. Il trouve une barre de chocolat et un mot d'un admirateur secret sur son bureau. En réalisant qu'il est plus de 18 heures, il file en espérant ne pas avoir raté le vrai spectacle. De retour dans la salle de classe, le match de boxe prend une tournure violente. Gyol abandonne les règles et envoie une basket directement dans la poitrine de Thiol, enchaînant avec un coup de pied à l'avant-bras qui laisse Thiol déconcerté. Qui a décidé qu'on utilisait Kenoma? Gyol se moque, s'accroupissant dans une posture basse et prédatrice. Il bondit du sol, effectuant une torsion en plein air pour asséner un coup puissant sur le flanc de Sheol. Il commence à démolir la base de Chevol, visant les tibias et l'intérieur des cuisses avec des coups de pied calculés et dévastateurs. Les muscles de Sheol commencent à flancher et Gyol se prépare à porter le coup final brutal. Mais soudain, l'air se met à scintiller. L'essence magique rose qui alimentait la vitesse de Ganol s'évapore. Le temps du sang-pierre vient juste de s'écouler. Aussitôt, Gel est trempé de sueur froide. Sa respiration devient courte et saccadée alors que ses limites humaines reprennent le dessus. Sheol regarde la lueur s'éteindre, un sourire cruel fendant son visage alors qu'il domine l'élève affaibli. L'ombre de Sheol s'étend alors qu'il pose la question ultime. Tu n'as déjà plus de force? Le colosse à la peau bronzée et comme Thiol fixe Honggyol d'un sourire prédateur, lui demandant si le gamin a enfin atteint sa limite. Au lieu de céder, Gyol lui rend un sourire tout aussi inquiétant. La tension se brise, non pas par un coup de poing, mais par un éclat de rire hystérique et dément qui résonne dans le couloir vide de l'école. C'est un son saisissant, haletant, deux monstres trouvant une véritable joie dans un bain de sang. Loin de là, un élève aux cheveux roux observe depuis l'ombre, le visage déformé par le dégoût pur. Pour lui, ces deux-là ne sont que des créatures pathétiques qui ont perdu toute dignité. Il ricane, ajuste son sac et s'éloigne, laissant les cinglés à leurs affaires. Du retour dans la mêlée, les rires cessent et la violence reprend. Gyol adopte une position défensive basse, les yeux rivés sur chaque mouvement de Sheol. Sheol fonce avec une vitesse explosive, lançant un coup de pied puissant que Gyol bloque de justesse. L'échange devient un tourbillon étourdissant de rotation et de frappe. Sheol place une réplique nette qui envoie Gyol glisser sur les carreaux. Alors que Gyol se relève, les muscles en feu, il fait face à une vérité sombre. Son corps humain n'est pas assez fort pour percer le mur de muscles de Thiol. À genoux sur le sol, Gyol s'empare d'un outil interdit. Comme la Terre ne possède aucune mana, les lois de la physique y sont différentes. Il concentre l'air en un seul point. Une lumière violette crépite autour de ses doigts, vibrant d'une intensité sourde. Il attaque à nouveau. Thiol l'accueille avec un sourire, parant un coup et se moquant des frappes légères de Gyol. Mais au moment où le coup porte, quelque chose ne va pas. Une vague de vertige submerge Thiol. Sa tête part en arrière alors que ses sens sont secoués par une force invisible. Déconcerté, comment un coup si faible a pu lui retourner le cerveau? Il serre les dents et attrape le bras de Gyol, désespéré de rester debout. Sans lui laisser de répit, Gyol frappe brutalement. Il assène un coup de tête sur le nez de Thiol dans un craquement. Du sang éclabousse son visage alors qu'il recule de douleur. Un léger filet de fumée s'élève des cheveux noirs de Gyol, résultat de son astuce de compression de l'air. Sans mana stabilisateur, l'air condensé explose violemment. Gyol admire son nouveau coup fatal, un sourire maniaque aux lèvres et les yeux écarquillés. Jen se penche sur son adversaire à terre, les yeux voilés par une faim prédatrice et primitive. Il se lèche les lèvres, se penchant si près qu'il en baffe presque d'intensité. Terrifié, Sheol plaque une main sur le visage de Gyol pour repousser le monstre. Yafumi, titubant pour se relever, Sheol admet sa défaite d'une voix tremblante, avertissant Gyol de ne pas tenter le diable avant de s'enfuir par la porte de la salle de classe, la tête lui tournant. La nuit tombe et la scène se déplace dans la rue. Pauvre Yongyong, il souffle et halète, un énorme sac bleu de provisions attaché sur le dos. Eugene, la fille aux lunettes, l'encourage tandis que le petit dragon se dandine sur les pavés, ses pattes tremblant sous le poids. Le destin réserve un ultime rebondissement. Kang Chil, hébété et frustré, tourne au coin de la rue et aperçoit le drôle de lézard. Refusant de perdre 2 fois le même jour, ses instincts de boxeur ressurgissent. Il se jette sur le dragon avec une attaque précise, mais Yongyong est trop rapide. Un passant tout proche manque de trébucher sur la créature, se demandant si c'est une sorte de chien mutant. Bientôt, le duo reprend la route. Gyol traverse la ville avec Yongyong glissé dans son gilet, comme un sac à dos vivant. Le dragon est loin d'être modeste, se vantant que l'entraînement du maître porte ses fruits et traitant Gyol comme un simple subalterne. Gyol ignore simplement les bavardages, concentré sur la route devant lui. Soudain, un homme au nez bandé les arrête. Méfiant, il demande pourquoi un gamin porte l'uniforme le samedi. Gyol répond « C'est quoi un samedi ?» L'homme est stupéfait par le manque total de sens social du gamin, mais il y voit du potentiel. Il demande à Gyol s'il aime se battre. Gyol dit platement « On m'y oblige », mais son visage le trahit. Un large sourire démoniaque s'étale sur ses traits, le regard affamé. L'homme n'est pas dupe et lui propose de le suivre pour ne plus jamais s'ennuyer. À l'idée d'un combat, le visage de Gyol s'illumine d'extase.
Il s'approche, traite l'homme de brave type et veut y aller sur le champ. Mais quand l'homme hésite, l'humeur de Diol s'assombrit. Lui et Yong-Yong le foudroient du regard, méfiant, craignant de rater une bonne bagarre. Le soleil brille sur le lycée Jirogi, mais l'ambiance à l'intérieur est carrément toxique. Les toilettes du conseil des élèves ont été transformées en donjon privé où Yang-jo, un jeune de 19 ans avec une cicatrice en zigzag et de gros problèmes de dette, est en train de raqueter un élève de classe inférieure terrifié. Quand le gamin ne sort que 20 000 ronks, Yang-jo pète un câble et enfonce le mur carrelé d'un coup de poing. Il est toujours furieux à cause d'un justicier masqué nommé Il-jime qui a ruiné son business de vol de vélo et il est prêt à tout brûler pour récupérer son fric. Il convoque toute la bande. La nuit s'annonce longue. On avance jusqu'au samedi soir sous un ciel rouge sang. Le héros marche avec son rival Hang-Gyul et les deux se rapprochent via leur passion pour la bagarre. Gyul lui dit d'arrêter de perdre du temps avec les petites frappes pour leur revanche inévitable. Leur conversation est interrompue par un nuage de fumée de cigarettes venant d'une ruelle voisine. Le protagoniste n'hésite pas. Il met son masque noir et règle ses lunettes tactiques. Il-jime entre en serre. Il s'avance dans la brume et tombe sur deux lascars vantant le vol de cartes bancaires. Lorsqu'ils attaquent, Il-jime envoie l'un d'eux valser d'un coup de poing. L'autre voyou appelle du renfort, et soudain, la fumée révèle tout un nid de vipères. Il-jime tient bon, mais même lui se rend compte qu'il vient de tomber dans un sacré guet-apens. À côté de lui, Gyul est littéralement en train de vibrer sous sa cagoule. Il n'a pas peur. Il attend presque qu'on vienne le frapper. Quand l'un des voyous à terre attrape faiblement le bas de pantalon de Gyul, le gamin se sent insulté par tant de mollesse. Ce minuscule pincement, c'est l'étincelle qui le fait exploser. Gyul devient une tornade mortelle, démantelant le gang avec une rapidité impitoyable qui plonge la ruelle dans le silence en quelques secondes. Il se tient au-dessus des corps, notant froidement que ces types n'avaient vraiment aucun souffle. Il-jime aperçoit un petit portefeuille bleu avec un cœur dessus et le rend à une fille recroquevillée contre le mur de briques. C'est Dal-Jun et son visage est ravagé par les larmes et les bleus. La voir ravive un souvenir, un lien avec sa vie d'autrefois, mais l'instant est brisé par des renforts. Une vague de voyous, menée par un gars en blouson vert, déferle dans la ruelle. Il-jime soupire, tentant de rester calme, mais Gyul est aux anges. Les yeux de l'étudiant brillent alors qu'il se jette dans la mêlée, riant comme un démon à chaque coup reçu. Pour lui, la douleur n'est qu'un bonus. Pendant ce temps, un nouveau protagoniste fait son entrée. Hei-jun se tient de non loin, agacé que ses appels soient ignorés lorsqu'il aperçoit la bagarre. Il va partir, écœuré par cette violence, quand il aperçoit la fille terrifiée derrière les combattants. Cette vision le touche au plus profond. La vie de Hae-jun fut un cauchemar. Son père, champion de boxe, et colosse, devenu un monstre à cause de la drogue. Hae-jun a dû grandir trop vite, servant de bouclier eux-mêmes pour sa petite sœur, pendant que les poings de leur père s'abattaient sur eux. Il a passé son enfance à mémoriser les mouvements de son père à la télévision, non pas par amour, mais pour apprendre la mécanique de la violence afin de survivre. Le jour où leurs carrures se sont enfin égalées, le monstre a tenté de les tuer tous les deux. Hae-jun n'a pas fait que se défendre, il a réagi comme un animal acculé, faisant taire son père à jamais dans une gerbe de sang. Après un an en centre pour mineurs, Hae-jun est ressorti plus discipliné. Il troque son blazer d'écolier contre un casque de chantier, portant des briques pour subvenir aux besoins de sa sœur. Il traite son corps comme un temple, animé par un profond mépris pour ceux qui gaspillent leur potentiel physique dans des bagarres de rue sans intérêt. Pour lui, la force est un outil de survie, pas un jeu. Mais voir Dal-Jun, sa petite sœur, recroquevillée sur ce trottoir couvert de gravats, change tout. Le Hae-jun rigide et discipliné disparaît, laissant place à un homme au regard vide et meurtrier. La fille pour laquelle il s'est battu jusqu'au sang est tuméfiée et tuméfiée. Et les voyous qui se tiennent au-dessus d'elle vont bientôt découvrir ce qui arrive quand on enfreint le code d'un protecteur. Hae-jun ne fait pas que rejoindre la bagarre. Il amène la tempête avec lui.